Plaire au Seigneur était la thématique centrale à la communauté évangélique de Yamtenga ce dimanche. Et puis l'amitié entre Israël et États-Unis jugée indéfectible par le président américain. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le président du Faso a échangé dans la matinée du mardi avec des représentantes des femmes du Burkina Faso venues des 13 régions du pays. Elles ont réaffirmé leur engagement aux côtés du chef de l'État pour la réussite de sa mission de reconquête du territoire national. C'est un compte-rendu de Abibalaï Boureima. Contribution de la femme à l'effort de sécurité, de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso. C'est autour de cette préoccupation que les coordinations des femmes du Burkina Faso se sont entretenues avec le président de la transition burkinabé. Les femmes du Burkina veulent à travers cette rencontre avec le chef de l'État lui témoigner les reconnaissances pour sa détermination à réinstaller les personnes déplacées dans leur village. En sollicitant cette rencontre, les femmes et filles du Burkina Faso ont bien voulu vous témoigner leur reconnaissance pour votre détermination sans faille à combattre les groupes armés terroristes, à libérer notre territoire et à réinstaller les personnes déplacées dans leur village. Pour cela, les femmes réaffirment leur engagement à vos côtés pour la réussite de ce combat. Par la même occasion, les femmes souhaitent partager avec vous leur vision et contribution à l'effort de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de développement durable et équitable de notre pays. Elles souhaitent aussi, à travers ce cadre, bénéficier de vos conseils avisés en vue de jouer leur rôle pour résorber le problème sécuritaire et humanitaire que traverse notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements à tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette rencontre. Je traduis mes chaleureuses félicitations à toute l'équipe d'organisation pour son dynamisme. Je rends un hommage à toutes ces femmes et filles présentes, particulièrement celles venues des régions à fort défi sécuritaire. Au cours de cette rencontre, les représentantes des femmes de différentes régions ont, dans un premier temps, exposé la situation préoccupante dans les zones à fort défi sécuritaire. Selon elles, les femmes font face à toutes sortes de violences basées sur le genre, comme les enlèvements, l'esclavage et le viol. Je peux dire que l'entretien ce matin avec son Excellence, le président de la transition, s'est bien passé parce que les femmes... Déjà, le fait que le président a accepté d'échanger avec nous, les femmes, les filles, c'est pour nous aussi une bonne chose parce que ça nous a permis de faire la situation de notre contribution par rapport à cette situation de terrorisme et aussi de voir avec lui ce que les femmes peuvent apporter dans la lutte, dans ce combat-là. Donc les échanges nous permettent de voir de part et d'autre ce qu'on attend du gouvernement et ce que nous aussi, en tant que femmes, on peut apporter, notamment éduquer les enfants, sensibiliser les couches sociales et participer, comme vous l'avez entendu, les femmes ont été enrôlées comme VDP, donc on a pu aussi dire tout ça. Donc, dans tous les aspects de la société, les femmes sont partie prenante et les femmes contribuent, elles sont actives sur le terrain. Franchement dit, ce matin, nous sommes très fiers d'avoir rencontré le président. Il nous a promis beaucoup de choses, il nous a rassuré de beaucoup de choses. Nous sommes très contents. Nous l'accompagnons avec nos bénédictions. Et il n'a qu'à s'assurer, les femmes sont avec lui. Donc, s'il vous plaît, ce que femme veut, un Asiatique qui dit ce que femme veut, Dieu veut. Et nous, on veut. On est derrière lui, on va l'accompagner. On a pris l'engagement et, Inch'Allah, on y arrivera.
En réponse aux préoccupations des femmes du Burkina, le chef de l'État les a félicitées pour le déplacement de Ouagadougou et rassuré que l'État fera tout son possible pour garantir la vie des individus. Le président de la transition a enfin exhorté les femmes à poursuivre dans cette dynamique en faveur de la cohésion sociale et du retour de la paix. Séance tenante, les représentantes des femmes ont remis au chef de l'État une contribution financière au nom de toutes les femmes de notre pays pour l'effort de guerre. Est-ce que tu plais à Dieu? C'est la question laissée à l'appréciation des fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu, communauté évangélique de Yamtenga, par le pasteur Draman Yankine au cours du culte dominical ce dimanche. Une question qui vient à point nommé dans une assemblée en quête de transformation spirituelle. C'est un reportage signé Odette Zouangena et Yannick Kaboré. C'est un dimanche de gratitude révéloté à l'égard du Tout-Puissant par les fidèles de l'église AD Communauté évangélique de Yamtenga. Enfants, jeunes, adultes sont venus massivement honorer le jour du sabbat ce dimanche. En signe de reconnaissance, des chants de louange et d'adoration ont été élevés vers le trône des grâces comme un parfum de bonne odeur et comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Le sermon n'était pas en reste, cette tâche incombait au pasteur Draman Yakine. L'homme de Dieu a débuté sa prédication avec cette question d'accroche. Est-ce que tu plais à Dieu? Une question qui suscite une introspection, voire des ajustements s'il y a lieu. Et pour mieux étayer son message qui met en évidence le projet de Dieu de demeurer avec l'homme, l'orateur a pris Enoch en illustration, un homme d'une exemplarité dans sa marche avec le Créateur, ce qui lui valut d'être enlevé comme le prophète Élie. Que le chrétien prenne conscience de l'importance de la vie chrétienne. Parce que c'est beaucoup plus une relation avec Dieu. Et cette relation suppose qu'on est en accord avec cette personne, on vit selon ses principes. Et le deuxième aspect, c'est de savoir que cette vie peut finir de façon soudaine, comme ce fut le cas d'Enoch. Est-ce que nous menons une vie chrétienne qui honore Dieu et qui amène Dieu à être agréablement satisfait de nous? Ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, la nécessité de mener une vie chrétienne utile. Utile en ce sens que nous vivons dans une société, nous vivons dans une communauté également, et dans cette société, dans la communauté, on a une obligation de relation. Et dans cette relation, nous devons être utiles aux autres en leur apportant le fruit de l'esprit que Dieu a mis en nous. Cette prédication s'aligne dans la vision du mois d'enseignement et de prière institué par le premier responsable ecclésiastique, le pasteur Benjamin Minougou, qui aspire à une véritable transformation spirituelle de son assemblée. Nous voulons à travers tous ces enseignements que le chrétien se prépare, d'abord qu'il prenne conscience qu'il est dans un monde où qu'il va abandonner un jour et puis partir, tel est le cas avec nos parents. Donc maintenant s'il prend conscience en cela, et il va se préparer pour ce qui vient après, donc la vie d'après, la vie outre-tombe. Donc c'est ce que nous voulons, que le chrétien soit réellement bien formé à ce niveau. Par conséquent, il se prépare aussi convenablement pour la vie d'éternité auprès de Dieu le Père. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous ramener tous auprès de lui. Ce ne serait pas dans un jardin comme c'était au premier cas avec Adam et Ève, mais c'est dans sa présence même, c'est-à-dire au ciel. Voilà pourquoi nous luttons de manière fondamentale contre la prédication de la parole qui a pour but d'attirer les gens sur les bénédictions matérielles. Voilà, le matériel, nous le laissons, nous partons, mais ce qui reste avec nous, c'est notre vie spirituelle. Des paroles qui viennent donner de l'espoir aux fidèles et partant les booster à poursuivre avec persévérance la marche chrétienne. On a été enseigné ce matin et vraiment je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur de ce qu'à chaque fois le Seigneur nous reprend et il nous amène vraiment à lui être vraiment agréable, à revoir dans notre vie, à corriger ce qui doit être corrigé et vraiment à nous engager davantage pour marcher selon sa volonté.
Que toute la gloire revienne à Dieu. Débuté depuis le 1er juillet, le mois d'enseignement et de prière se poursuit jusqu'au 31 de ce mois. Les fidèles sont invités à sortir encore nombreux pour aborder le 3e sous-thème qui s'intitule comme suite « Le rayonnement ». L'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se déporte en terre ivoirienne. En effet, la première promotion de baccalauréat théologique en langue nationale morée de l'IPATA, Institut pastoral et théologique d'Azagui, en collaboration avec INSETA, a rendu son verdict avec 28 lauréats. Le résultat d'un partenariat initié par le docteur Georges Ezekiel Compaoré, président de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu avec Delphine Banissi. Ils sont 28 lauréats à avoir reçu leur parchemin après avoir passé haut les mains les épreuves du baccalauréat théologique à langue nationale morée, une initiative de l'Institut pastoral et théologique d'Azagui de la MEICI en partenariat avec l'Institut d'enseignement théologique et artistique des Assemblées de Dieu basé au Burkina Faso, INSETA. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, si vous n'avez pas diplôme qui définit votre ministère, vous n'avez pas le poids. Vous pouvez arriver à certains lieux où on ne vous adresse même pas une parole. Donc le diplôme me valorise et ça me permettra d'aller là où le besoin se fera sentir. Pour nous, les chrétiens, rien n'est hasard. Si INSETA a eu l'existence ou a vu le jour en Côte d'Ivoire, c'est que les besoins se font sentir. Et j'en suis témoin. La mission est un grand mouvement et la plupart de nos fidèles et les pasteurs sont des Burkinabés. Je ne dis pas qu'ils ne parlent pas le français ni qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent mieux en langue morée et les pasteurs qui reçoivent les enseignements expliqueront mieux en langue morée la parole de Dieu. Donc pour moi, la théologie en morée ici en Côte d'Ivoire, c'est normal et j'allais dire même c'est la bienvenue. Et selon le directeur de INSETA, cette collaboration s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences des pasteurs et la formation des cadres de l'Église à la demande du président de la MEICI. Je voudrais de tout mon cœur remercier le président de la mission évangélique internationale en la personne du révérend docteur Ezekiel Georges Compaoré, pour le travail qu'il fait depuis 2 ans. C'est lui qui a eu l'initiative de faire appel à INSETA pour que INSETA vienne en Côte d'Ivoire et contribue de façon substantielle à la formation des pasteurs et aussi à l'encadrement des cadres de l'Église. Et quand il a exprimé le besoin, nous avons tout de suite marqué notre accord. Et il nous a accueillis à bras ouverts. Tout le comité de gestion et de direction de INSETA, les enseignants et la direction, nous nous sommes mis au travail depuis 2 ans. Et grâce au travail que le président Dr Georges Compaoré avait déjà fait, plusieurs se sont inscrits et les résultats sont aujourd'hui visibles. INSETA forme ses étudiants de manière à ce qu'ils soient à mesure de rédiger des articles scientifiques, de manière à ce qu'ils soient à mesure d'écrire des ouvrages d'édification et des ouvrages de bonne qualité. Et aussi, INSETA forme en communication. Comment est-ce qu'aujourd'hui, la prédication peut être donnée de façon satisfaisante? Comment est-ce qu'aujourd'hui, une exégèse qui tient compte du contexte peut être faite pour que la parole de Dieu soit transmise dans sa pureté et dans sa globalité? À en croire le docteur Georges Ezekiel Compaoré, président de la MEICI, plusieurs raisons ont motivé cette collaboration avec INSETA qui vient enseigner en langue nationale morée dans un pays étranger. Il cite entre autres le manque d'enseignants et la préparation de la relève dans la dispensation de l'évangile de Christ. Les autorités ivoiriennes
disent qu'il y a plus de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc je peux dire qu'il y a plus de 2 millions qui parlent le moré en Côte d'Ivoire. Or nous sommes installés en Côte d'Ivoire depuis des années. Donc notre public cible, qu'on veuille ou pas, ce sont les morés, pour ne pas dire les Mossi. Donc l'initiateur est bienvenu dans ce sens qu'on a un public qui ne s'exprime qu'en moré. Donc nous avons besoin de gagner pour l'évangile et puis aussi les faire asseoir dans la foi. Donc je crois que Initiateur est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Même si nous sommes en terre étrangère, on a un grand public qui ne comprennent que le moré et qui ont besoin de développer leur foi. Les défis, d'abord, il y a manque d'enseignants, alors que nous avons noté. Ensuite, il y a la relève que nous voulons préparer. Ce sont des défis à relever. Donc déjà, avec les 28 personnes qui ont été formées, nous avons en leur sein des enseignants qui sont capables de former ceux qui sont de l'école publique et pourquoi pas ceux qui sont des supérieurs. Donc de ce côté, c'est un but déjà atteint. Deuxièmement, il faut préparer la relève. Nous sommes enseignants, nous sommes en train, qu'on veut ou pas, on va un jour partir. Soit on rejoint le Père Céleste, soit on va à la retraite. Donc il faut déjà préparer la relève et ceux-là sont déjà des personnes bien placées pour reprendre le travail après nous. Même avec nous, ils peuvent travailler. 2 ans durant, ces lauréats ont suivi les cours en Côte d'Ivoire sur différents modules abordant sciences et vie spirituelle, tout ceci en langue nationale morée, administré par des enseignants de INSETA basés au Burkina Faso. Pour la composition de l'examen, les candidats de la Côte d'Ivoire ont dû rejoindre leur pairs du Burkina Faso afin d'être évalués ensemble. C'est une première expérience réussie et l'IPATA et INSETA entendent perpétrer ce partenariat. Nous l'annoncions en titre « Amitié indéfectible », c'est ce que réaffirme le président américain envers Israël. Joe Biden s'est engagé mardi à ce que l'Iran ne parvienne jamais à se doter d'une arme nucléaire. Pour lui, l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité en Israël, est inébranlable. C'est la 2e fois depuis sa prise de fonction qu'Yitzhak Herzog est reçu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche pour un tête-à-tête d'une demi-heure avec Joe Biden. Un entretien chaleureux entre les deux hommes, l'occasion pour le chef d'État américain de réitérer l'amitié forte entre les États-Unis et Israël. Le président américain promet aussi à son homologue israélien que l'Iran ne se dotera jamais d'une arme nucléaire. Vous savez, mon amour pour Israël est solide et durable. Et comme je le dis souvent, s'il n'y avait pas d'Israël, il faudrait l'inventer. C'est une amitié que je crois tout simplement indéfectible, inébranlable. Ensemble, nous nous efforçons d'apporter plus de stabilité et d'intégration au Moyen-Orient, au prix d'un travail acharné. Nous avons encore beaucoup à faire, mais nous progressons. Nous sommes également déterminés à faire en sorte que l'Iran ne se dote jamais d'une arme nucléaire. Si Joe Biden n'évoque pas les tensions au sein de la société israélienne, Yitzhak Herzog tient lui à rappeler à son homologue l'importance de la démocratie en Israël. Permettez-moi de réaffirmer clairement que la démocratie israélienne est solide, forte et résistante. Nous traversons des épreuves, des débats houleux, des moments difficiles, mais je crois sincèrement, et je vous le dis, Monsieur le Président, comme je l'ai dit qu'en tant que chef d'État du peuple d'Israël, nous devrions toujours chercher à trouver un consensus à l'amiable, et je suis d'accord avec vous sur ce point. Après Joe Biden, Yitzhak Herzog s'est entretenu avec Anthony Blinken. Là aussi, le secrétaire d'État américain a promis que l'arme atomique ne finira pas dans les mains de Téhéran. Il s'engage aussi à élargir les relations entre Israël et d'autres pays de la région, l'Arabie saoudite étant peut-être le prochain pays sur la liste. Nous sommes profondément déterminés à travailler ensemble pour relever le défi posé par l'Iran, et en particulier pour faire en sorte qu'il n'acquiert jamais l'arme nucléaire. Nous sommes profondément attachés au processus de normalisation, à la fois en approfondissant et en élargissant les relations d'Israël avec ses voisins. Yitzhak Herzog prononcera ce mercredi un rare discours devant une session conjointe du Congrès, une prise de parole pour commémorer le 75e anniversaire de la création de l'État d'Israël et la relation particulière entre Washington et Jérusalem.
Le chef d'État se rendra ensuite à New York où il visitera le siège des Nations Unies. Il s'entretiendra avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Des rencontres sont aussi prévues avec le maire de New York et des membres de la communauté juive. Toujours en Israël, les réformes judiciaires entraînent des manifestations de résistance bloquant des gares et des routes. Ce mouvement d'humeur est l'un des plus grands mouvements jamais connus en Israël. Au lendemain d'une journée de résistance dans tout Israël, ce mercredi, l'association médicale israélienne évoque une grève d'avertissement. Le syndicat des médecins décrète une grève des soins d'une durée de 2 heures ce mercredi matin entre 8h30 et 10h30. L'organisation des internes, le groupe des infirmières et les réservistes du corps médical de l'armée se joignent également à l'appel. Le syndicat veut quand même rassurer, le maximum d'efforts sera fait pour éviter de nuire aux patients. Les soins urgents et toutes les opérations programmées seront effectuées comme prévu. La veille, la journée de résistance nationale s'est terminée tard dans la soirée, boulevard Kaplan à Tel Aviv, où des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés sur cette place désormais nommée Place de la démocratie. De nouveau, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, des canons à eau utilisés par la police montée pour disperser les derniers manifestants. L'autoroute 20, près de l'échangeur Al-Akha, bloquée dans les deux sens, a été rouverte à la circulation. À Jérusalem aussi, on a veillé tard, près de la résidence du Premier ministre. Ils étaient 1 millier de personnes à bloquer le carrefour central Roupin Benzvi. La manifestation a démarré vers 7h du matin, place Abima, puis boulevard Rothschild à Tel Aviv. Des centaines de protestataires venus une nouvelle fois pour exprimer leur colère et dénoncer la réforme judiciaire. De Haïfa à Beersheva en passant par Jérusalem, des milliers de personnes sont descendues dans les rues du pays. Autre moment marquant de cette journée, ces blocages attendus sur les quais de gare. Comme ici, gare Shalom à Tel Aviv, où les trains ont été interrompus. Les manifestants ont investi la gare. Seules les personnes en possession d'un billet étaient autorisées à entrer, mais un certain nombre de manifestants ont acheté un billet uniquement pour pouvoir manifester sur les quais. À Hadera, plus au nord, un homme a déclenché l'alarme dans un train, entraînant son immobilisation. Il a été arrêté par la police. Au terme de plusieurs heures de manifestation dans 5 gares du pays, les voyageurs ont dû faire face à une panne. Tous les trains du pays ont été suspendus en raison d'une défaillance technique. Au total, lors de cette nouvelle journée de blocage, 45 personnes ont été interpellées. Dernier élément de ce journal, en Éthiopie, les réseaux sociaux sont de nouveau accessibles. Ces derniers mois, pour accéder à des plateformes, il fallait utiliser un réseau privé virtuel. Un dispositif qui permet de se connecter en modifiant sa localisation. Suivez. En Éthiopie, les réseaux sociaux sont de nouveau accessibles après 5 mois de restrictions. Mercredi, Facebook, Telegram, TikTok et YouTube étaient ouverts à tout utilisateur depuis le réseau Ethio Telecom, a constaté l'ONI, une association qui avait signalé des blocages sur les sites internet et applications. Ces derniers mois, pour accéder à ces plateformes, il fallait utiliser un réseau privé virtuel, un dispositif qui permet de se connecter en modifiant sa localisation. Les autorités ont coupé Internet le 9 février dernier pour tenter d'apaiser les tensions entre des responsables de l'Église orthodoxe d'Éthiopie qui appelaient à manifester contre la création d'un synode dissident. Cette scission au sein de l'Église a déclenché des affrontements meurtriers. Le calme est depuis revenu après des efforts de médiation entrepris par le gouvernement. Cependant, cette interruption des réseaux sociaux a coûté aux entreprises 42 millions de dollars de pertes selon l'Internet Society. Les chiffres pourraient être beaucoup plus élevés, estiment d'autres sources. Et ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. On se souhaite une excellente soirée donc, tout en nous donnant rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille, bien sûr. Bonsoir chez vous.